La nuit, repos bien mérité et refuge pour certains, bête noire et hantise pour d'autres. Pour ceux qui ont du mal à s'endormir et ceux qui se réveillent la nuit. Pour ajouter à l'infortune, l'absence de sommeil amplifie les soucis et amène souvent à dramatiser la moindre contrariété, en plus d'avoir des effets néfastes sur la santé. Les problèmes de sommeil, insomnie notamment, peuvent tirer leur origine dans du stress ou de l'anxiété, ou diverses causes psychologiques, dans une hygiène de vie non adaptée, ou des addictions, alcool, tabac, drogue, somnifères, etc. Des phénomènes physiques, apnée du sommeil, jambes sans repos, etc. Des pathologies psychiatriques, des maladies chroniques, ou encore des troubles du rythme circadien qui peut être provoqué par le travail de nuit, le jet lag, etc. En effet, d'après A. Mayel-Mazel, psychologue clinicienne spécialiste des troubles du sommeil, 90% des insomnies sont associées à une pathologie. Parmi ces 90%, il y en aurait 70% où l'insomnie serait liée à des problèmes psychologiques et 20% où l'insomnie serait due à une pathologie organique telle que l'apnée du sommeil. D'où l'intérêt du développement personnel et de la psychologie pour aider à dormir dans la majorité des cas. Bien entendu, si tu as de gros problèmes de sommeil, je te conseille plutôt d'aller voir un médecin. Voyons dès à présent les caractéristiques du sommeil. Nous allons commencer par les différentes phases du sommeil. Il paraît que nous dormons environ un tiers de notre vie. De plus, il y a en réalité 3 types de sommeil. Nous avons le sommeil lent léger. Il concerne environ 50% du temps de sommeil. Quand on est en sommeil lent léger, il est encore facile d'être réveillé, que ce soit par un bruit ou une lumière, mais on se souvient d'avoir dormi. Il y a aussi le sommeil lent profond. Il concerne environ 20-25% du temps de sommeil total. Il arrive environ une vingtaine de minutes après l'endormissement. Pendant le sommeil lent profond, l'activité cérébrale est réduite au minimum. Il est donc difficile d'être réveillé. C'est le moment du cycle où on récupère le plus de la fatigue physique accumulée. Par contre, sa durée diminue avec l'utilisation de somnifères. Nous avons enfin le sommeil paradoxal ou REM, Rapid Eye Movement. Il concerne environ 20-25% du temps de sommeil total. On l'appelle paradoxal car d'un côté la personne semble dormir profondément et d'un autre elle montre des signes d'éveil par une activité cérébrale très intense et des mouvements très rapides des yeux, d'où le nom anglo-saxon de REM. C'est une phase durant laquelle nos rêves sont les plus longs et élaborés. Il faut aussi savoir que l'endormissement est aussi considéré comme une sorte de sommeil lent. Ainsi, pendant la nuit, on enchaîne plusieurs cycles successifs, 3-4 ou 5-6, dans lesquels se succèdent les 3 types de sommeil. Un cycle dure environ 90 minutes. Bien sûr, leur fréquence et leur durée varient selon l'âge et selon les personnes. Les valeurs données ici sont donc une moyenne chez les adultes. Les bénéfices du sommeil. D'après Wikipédia, l'organisme humain se restaure physiquement pendant le sommeil, se guérit et élimine les déchets qui s'accumulent durant les périodes d'activité. Cette restauration a lieu principalement pendant le sommeil lent profond, au cours duquel la température corporelle, la fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène du cerveau diminue. Alors que dans le reste du corps, les processus de restauration peuvent avoir lieu aussi bien pendant les phases éveillées qu'au repos, dans le cerveau, ils ne se produisent que durant les phases de sommeil. Puisqu'au cours du sommeil, la température corporelle diminue, il s'agira d'éviter de la faire monter trop juste avant de dormir, histoire de se mettre en condition, que ce soit par la digestion du dîner, un bain ou une douche chaude, de l'exercice physique, etc. De plus, la température idéale de la chambre pour dormir serait de 16-18 degrés, ne devant pas dépasser 19 degrés. En effet, il vaut mieux avoir une bonne couette et qu'il fasse plus frais dans la pièce. Pour cela, on peut régulièrement aérer sa chambre. Alors bien sûr, selon la saison et l'endroit où on habite, c'est plus ou moins facile. En augmentant le nombre de globules blancs, le sommeil affecte positivement le système immunitaire. Les insomnies sont donc à prendre vraiment au sérieux, puisqu'elles sont donc l'effet inverse. De plus, le sommeil participe au processus de la mémoire et il joue un rôle crucial dans la restauration des tissus et la réparation des blessures. Bref, dormir nous fait vraiment du bien et notamment à notre santé. Alors comment favoriser un sommeil réparateur ?
bien entendu lorsqu'on n'a pas de problème qui relève du domaine médical. Voici dès à présent quelques conseils simples. Le lit doit être associé au sommeil. Autrement dit, lorsqu'on va se coucher, c'est pour dormir et non regarder un film, lire trop longtemps, traîner sur les réseaux sociaux, etc. C'est quand même ok, bien sûr, de lire un livre apaisant pendant un petit moment relativement limité. Personnellement, il y a certains livres qui me font vraiment du bien, comme Méditer jour après jour de Christophe André. Ou sinon, j'aime bien lire en anglais, ça m'aide à me plonger plus facilement dans le sommeil. Pour lire le soir, j'utilise également ma lampe frontale en lumière rouge, parce que je suis très sensible aux stimulations lumineuses. La lumière rouge est beaucoup plus douce à mon goût que la lumière blanche. Aussi, c'est pratique quand tu ne dors pas seul et que tu ne veux pas réveiller l'autre personne ou l'empêcher de dormir. Lorsqu'on est réveillé dans la nuit, si le sommeil ne vient pas rapidement, il vaut mieux se lever, même si ça demande un effort de volonté conséquent pour aller faire autre chose et revenir plus tard. Bien sûr, une fois debout pendant la nuit, privilégiez des activités calmes, peu stimulantes. Par exemple, écrire dans son journal ce qui tracasse, les soucis étant amplifiés par l'insomnie. Ça permet de les sortir de la tête et de les relativiser. Ça rassure. Ou encore, lire un livre peu excitant. On va éviter les thrillers la nuit, par exemple, qui n'aident pas vraiment à s'endormir. Le tout avec une lumière tamisée. Soigner son hygiène de vie. Idéalement, il est conseillé de garder des horaires fixes, ou du moins le plus possible, pour se coucher, se lever et manger. Bon, après, c'est bien sûr un idéal, on a tous nos emplois du temps et on fait ce qu'on peut. Mais aussi de prendre un bon petit déjeuner, de manger équilibré et d'avoir une activité physique dans la journée. De préférence en extérieur. Et oui, ce n'est pas utile uniquement pour garder la ligne. Personnellement, quand je ne sors pas assez de chez moi pour m'aérer et me défouler, je le ressens sur mon sommeil. Les médecins conseillent d'ailleurs de marcher au moins 30 minutes par jour en extérieur. Pas spécifiquement pour le sommeil, mais puisqu'une bonne hygiène de vie facilite un beau sommeil, normalement, le repas du midi doit être plus copieux que celui du soir. On a plus besoin d'énergie dans l'après-midi que pendant la nuit. Quant au repas du soir, il ne doit être ni trop léger ni trop copieux. Comme évoqué plus haut, la digestion augmente la température corporelle. Il est donc conseillé d'espacer au maximum l'heure du repas de celle du coucher, au moins 2 heures si c'est possible. Les tisanes chaudes peuvent aider à se détendre, mais attention à ne pas en prendre trop près du coucher, car aller aux toilettes régulièrement pendant la nuit n'aide pas vraiment à dormir. Sinon, pour ce qui est des activités du soir, ça dépend de ta sensibilité aux différentes stimulations, que ce soit la lumière, les conversations animées, la caféine, les sons, les jeux de rapidité, etc., etc. Sachant que je ne t'apprends rien en te rappelant que le sport augmente ta température corporelle. Le rythme circadien. C'est le regroupement de tous les processus biologiques cycliques d'une durée d'environ 24 heures. La consommation d'alcool peut perturber ce rythme circadien. Bien sûr, comme toujours, tout est une question de dosage. La lumière peut aussi avoir un effet sur le rythme circadien et donc sur l'endormissement. En effet, d'après Wikipédia, la lumière bleue a une forte incidence sur les taux de mélatonine avec un effet plus prononcé que d'autres longueurs d'onde. Petit rappel, les autres longueurs d'onde veulent dire d'autres couleurs. Qu'en est-il de la mélatonine ? La mélatonine, qu'on appelle aussi hormone du sommeil, est une hormone sécrétée par le cerveau, régulant le sommeil. La sécrétion de mélatonine est élevée la nuit et faible le jour chez pratiquement toutes les espèces. Cette sécrétion serait supprimée ou décalée lors de l'exposition à la lumière artificielle. Qu'en est-il alors de la lumière bleue ? La lumière bleue est notamment émise par nos téléphones, tablettes, ordinateurs. Les différentes tablettes, les cellulaires et plusieurs autres objets courants ont donc un effet non négligeable sur les niveaux de mélatonine et donc le sommeil. Par contre, point positif, les filtres orangés ou filtres lumière bleue sur nos appareils semblent être efficaces. L'intensité lumineuse a aussi un impact. Alors, à vos écrans, on met un filtre et on baisse la luminosité, du moins le soir. La durée d'exposition aurait aussi un impact. En effet, 1 heure d'exposition le soir dégrade nettement moins le sommeil que 2 heures. Des temps de calme et de repos. Une psychiatre m'avait un jour conseillé de ne pas faire de sieste après 16 heures. Depuis, je m'y tiens, même si je suis très fatiguée. A. Meyer-Masel conseille d'en faire entre 14 heures et 15 heures et d'une durée maximum de 20 minutes. L'objectif étant de ne pas atteindre le sommeil profond pour ne pas en épuiser le capital et pouvoir dormir le soir. Bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de la respiration, de la relaxation, du calme, de la lenteur,
la cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience ou juste la pleine conscience, la sophrologie, l'automassage, un bain chaud, etc., on peut en faire à volonté. Et plus particulièrement le soir pour se mettre en condition avant d'aller chercher le sommeil. Pas trop de bains chauds quand même pour le porte-monnaie et la planète. Évitez aussi le bain ou la douche très chaude juste avant de se coucher pour les raisons thermiques dont j'ai déjà parlé. Travailler son développement personnel. Peut-être as-tu des difficultés à lâcher prise, à prendre du plaisir et du temps pour toi, ou à avoir confiance en toi et à ne pas culpabiliser, à ne pas te mettre trop la pression pour atteindre tes objectifs ou à te sentir en sécurité, etc., etc. Dans tous les cas, un travail de développement personnel de fond sur l'estime de soi, la gestion des émotions, la gestion des relations, pourra sûrement t'aider à apaiser ton rapport à toi-même et par suite au sommeil. De plus, le développement personnel associé à une bonne hygiène de vie permettra de limiter l'ampleur du stress dans ton existence. De plus, avant de dormir, je te conseille de noter tout ce qui te tracasse. Voir par exemple une to-do list pour le lendemain, histoire de ne pas stresser par peur d'oublier. Parce que souviens-toi que si tu laisses tout ça dans un coin de ta tête, ça peut grossir, s'amplifier pendant la nuit et t'empêcher de dormir ou revenir en boomerang dans la nuit pour t'angoisser encore plus. Alors qu'initialement, ce n'était potentiellement qu'un petit tracas. Autant donc ne pas prendre de risques et écrire. Si tu veux en savoir plus sur les bienfaits de l'écriture thérapeutique, je te renvoie dans mon blog et je vais mettre le lien en description sous cette vidéo. Alors bien sûr, on est tous différents. On a chacun notre histoire, nos compétences, nos expériences, notre génétique, notre niveau d'estime de nous-mêmes, notre sensibilité physique, émotionnelle ou intellectuelle, etc., etc. Donc les conseils proposés ici sont plus ou moins pertinents pour chacun et chacune. Et puis, ce n'est pas forcément facile de tout respecter, l'hygiène de vie, le développement personnel, etc. Mais au moins, une fois qu'on le sait, alors on choisit en connaissance de cause de suivre ou non les conseils. L'idée étant pour chacun de trouver un fonctionnement qui fait sens, qui apporte des résultats positifs, donc un sommeil réparateur, et s'intègre en douceur à notre quotidien. Et maintenant, j'ai une petite question pour toi. As-tu aujourd'hui un sommeil de qualité ? Qu'en est-il réellement de ton sommeil ?